Aujourd'hui, nous explorons certains des décès liés aux animaux les plus tragiques et inattendus survenus dans des safaris et des parcs animaliers. Bien que ces parcs puissent de sembler sereins et sûrs, avec des animaux se déplaçant librement dans leur habitat naturel, le danger se cache souvent sous la surface. Commençons par une histoire déchirante impliquant Nicole et son fils, qui ont été victimes d'une rencontre mortelle avec un animal que peu de gens soupçonneraient, une girafe. Par une fraîche matinée d'octobre de 2022, le parc de Kuleni en Afrique du Sud était baigné de lumière dorée. Le paysage luxuriant de acacias et de buissons s'étendait sous un ciel bleu clair, offrant une beauté paisible qui semblait promettre sécurité et sérénité. Parmi les sons naturels des feuilles bruissantes et les appels lointains des oiseaux, la famille Panos a commencé sa journée par une promenade dans la brousse, une routine précieuse qui leur permettait de se délecter des merveilles de leur environnement unique. La famille, qui vivait sur place dans cette réserve de luxe, avait adopté la vie sauvage, mélangeant leur routine quotidienne avec les rythmes indomptés de la nature. Pour Nicole Panos, une mère de 2 enfants âgée de 25 ans, c'était un moment de joie simple et de connexion. Tenant sa fille d'1 an, Kaya, dans ses bras, elle se promenait aux côtés de son fils de 4 ans, Kaden, et des chiens de la famille. La promenade à travers la brousse faisait partie de leur vie au Kuleni Game Park, où la nature les entourait et l'aventure était toujours proche. Nicole, membre active de l'entreprise familiale de formation à la nature, était également animatrice et mentor marine, profondément passionnée par la faune et l'éducation. Jason, qui travaillait temporairement aux États-Unis, avait prévu que la famille le rejoigne bientôt pour un nouveau chapitre à l'étranger. Alors que Nicole et les enfants traversaient la clairière sablonneuse ce matin-là, ils embrassaient la beauté de leur environnement, inconscients du danger caché qui allait bientôt bouleverser leur vie idyllique. Au loin, Nicole aperçut une girafe femelle broutant près du bord de la broussaille. La girafe, que la famille connaissait pour avoir récemment donné naissance, semblait les observer tranquillement. Mais tandis qu'ils continuèrent leur promenade, Nicole ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence du petit. Un malaise insidieux s'installait en elle, bien qu'elle continue d'avancer, inconsciente, qu'ils allaient franchir une frontière invisible dans l'esprit de la mère girafe. Les girafes, bien que souvent considérées comme des créatures paisibles, sont bien plus complexes que ne le suggère leur réputation douce. Mesurant jusqu'à 18 pieds de haut et pesant jusqu'à 3000 livres, elles sont dotées d'adaptations extraordinaires qui leur permettent de prospérer dans la nature. Leurs longues jambes, qui leur permettent de courir à des vitesses allant jusqu'à 56 km/h, sont également leur principale ligne de défense. Le coup de pied d'une girafe, capable de briser des os ou de tuer des prédateurs comme les lions, est une arme puissante. Les mères en particulier sont férocement protectrices de leurs petits et peuvent devenir très agressives lorsqu'elles perçoivent une menace. Leur vigilance accrue et leurs instincts territoriaux en font des gardiennes redoutables de leurs jeunes. Bien que ces comportements soient essentiels pour la survie dans la nature, ils peuvent mener à des rencontres dangereuses lorsque les humains empiètent sans le savoir sur leur territoire. Le changement a été soudain. Sans avertissement, la girafe a chargé, sa silhouette imposante réduisant la distance à une vitesse alarmante. Nicole a crié à Kaden de courir, se tournant instinctivement pour protéger Kaya dans ses bras. L'approche de la girafe a été rapide et brutale, ses puissantes jambes donnant des coups de pied en les atteignant. Nicole a ressenti un coup écrasant dans le dos et s'est effondrée au sol, inconsciente sous l'impact. Quand Nicole a repris connaissance, le cauchemar était loin d'être terminé. Elle a vu la girafe se dresser au-dessus de son fils, Kaden, qui s'était recroquevillé en boule dans le sable pour se protéger. Paralysée par l'attaque précédente et incapable de bouger, Nicole ne pouvait que crier alors que la girafe commençait son assaut sur le garçon. Les sabots massifs de l'animal se sont abattus avec une force terrifiante, fracturant le crâne de Kaden et le laissant sans défense au sol. Le chaos a augmenté lorsque la girafe a tourné son attention vers Nicole, qui essayait désespérément de protéger Kaya avec son corps. À ce moment-là, le frère de Nicole, qui se trouvait à proximité de la propriété, a entendu ses cris et s'est précipité sur les lieux. Agissant rapidement, il a tiré un coup de semonce dans le sable, effrayant suffisamment la girafe pour qu'elle batte en retraite. Ce bref répit a permis aux membres de la famille et aux ambulanciers de rejoindre le trio blessé. Les conséquences de l'attaque ont été dévastatrices.
Kaden, bien que grièvement blessé, était vivant. Kaya, cependant, avait subi des blessures à la tête mortelles. Alors que les ambulanciers travaillaient sans relâche pour stabiliser Nicole et Kaden, la terrible réalité de leur perte a commencé à s'installer. Nicole, avec plusieurs côtes fracturées et des blessures à la colonne vertébrale, était paralysée alors qu'elle était transportée par hélicoptère à un hôpital. Le processus a pris 4 longues heures, pendant lesquelles Kaden a été transporté dans un autre hôpital avec son grand-père. Tragiquement, Kaya a rendu son dernier souffle dans les bras de son grand-père avant qu'il puisse atteindre un médecin. Nicole a passé 23 jours à l'hôpital, dont 16 en soins intensifs. Sa récupération a été jonchée de défis, y compris des mois de rééducation pour s'adapter à sa paralysie. Les blessures de Kaden ont nécessité un traitement et un suivi continu car les fractures de son crâne posaient des problèmes de santé à long terme. Le fardeau émotionnel a été tout aussi dévastateur car la famille a dû faire face à la perte de Kaya et au traumatisme qu'elle avait enduré. Bien que généralement perçus comme des géants doux, les girafes possèdent un coup de pied défensif puissant capable d'infliger des blessures mortelles. Les experts suggèrent que les actions de la mère girafe étaient motivées par un instinct de protéger son girafon, une réponse naturelle qui souligne les dangers inhérents des rencontres rapprochées avec des animaux sauvages. Au milieu de la dévastation, la tragédie de la famille Panos a révélé l'imprévisibilité brute de la vie sauvage. Les girafes, souvent perçues comme douces, possèdent une nature défensive puissante et instinctive, particulièrement lorsqu'elles protègent leurs petits. Cette rencontre met en lumière comment même une faune apparemment familière peut devenir dangereuse instantanément. Les événements du parc animalier Kouléni illustrent le délicat équilibre entre l'interaction humaine et l'instinct animal, soulevant des questions durables sur la fine ligne entre la coexistence et les forces indomptées de la nature. Les parcs animaliers ne sont pas les seuls endroits où les animaux se promènent librement. Les safaris, où les humains osent marcher parmi les prédateurs les plus mortels de la nature, promettent une expérience inoubliable. Mais parfois, le prix à payer est bien plus élevé que prévu. Dans un tel parc, ce qui a commencé comme une rencontre paisible avec des créatures majestueuses s'est transformé en une scène effrayante de sang et de terreur. Un guide expérimenté ferait face à un lion africain terrifiant et le sol lui-même porterait les marques d'un combat acharné pour la survie. Le matin du 24 août 2015, le parc national de Hwange, au Zimbabwe, s'éveillait aux 12 teintes de l'aube. S'étendant sur plus de 5600 miles carrés, le parc abrite une incroyable variété de faune, y compris 4 des célèbres grands 5 d'Afrique, éléphants, lions, léopards et buffles. Ces savanes et ces forêts denses offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir la beauté sauvage de l'Afrique. Et pour les guides comme Queen Swales, âgé de 40 ans, ce n'était pas seulement un travail, c'était une vocation. Queen, un guide professionnel formé selon les normes les plus élevées, avait passé des années à naviguer dans la nature sauvage du parc national de Hwange. Originaire de la capitale, Harare, la passion de Queen pour la faune et la conservation était évidente dans tous les aspects de son travail. Sa connaissance inégalée des paysages du parc et de ses habitants diversifiés faisait de lui un guide de confiance et très recherché. Connu pour son expérience et son enthousiasme authentique, Queen dirigeait souvent des safaris à pied qui permettaient aux invités de se rapprocher des animaux dans leur habitat naturel. Ses collègues admiraient son dévouement, tandis que les invités étaient inspirés par sa capacité à faire vivre la beauté et la complexité de la nature sauvage africaine. Pour Queen, être guide n'était pas juste un travail. C'était une vocation qui reflétait son profond respect pour la nature et son engagement indéfectible à la protéger. Ce matin fatidique, Queen guidait 6 touristes internationaux à travers le bush. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant de longues ombres sur la savane, Queen remarqua des traces fraîches de lions dans le sol sablonneux. Il les identifia comme appartenant à une troupe qu'il connaissait bien depuis des années, y compris un grand lion mâle nommé Nixai Shah. Suivant les pistes avec son groupe, Queen gardait une distance de sécurité, informant ses invités sur la façon de se comporter s'ils rencontraient les lions. Le groupe est bientôt tombé sur la troupe se reposant dans la savane ouverte. Les lions étaient étendus dans l'herbe, leur corps illuminé par la lumière du matin. Queen et ses invités observaient silencieusement, émerveillés par la scène. Cependant, le lion mâle s'est levé et a commencé à se diriger vers eux.
Ses pas délibérés et son regard concentré suggéraient de l'agitation. Et Quinn a rapidement demandé à son groupe de rester calme et de ne pas bouger derrière lui. Alors que le lion s'approchait, Quinn et son groupe ont élevé la voix pour le dissuader, une tactique courante pour décourager l'avance d'un prédateur. Le lion s'est brièvement arrêté, donnant à Quinn l'occasion d'utiliser un pétard à ours, un appareil conçu pour créer un bruit fort. Le bruit fort a surpris le lion, et il semblait se retirer, se retournant vers la fierté. Pendant un moment, il semblait que le danger était passé, mais le moment de soulagement fut de courte durée. Sans avertissement, Nexaya se retourna et lança une charge à toute vitesse vers le groupe. La puissance et la vitesse immense du lion ne laissèrent aucun temps pour une dissuasion supplémentaire. Faisant preuve d'un courage incroyable, Quinn s'est interposé entre le lion et ses invités, absorbant la pleine force de la charge. Le lion a sauté sur lui, son poids et sa force le projetant au sol. Dans le chaos, le sol sablonneux a éclaté dans un nuage de poussière alors que le lion mordait le cou et l'épaule de Quinn. Quinn lutta désespérément, mais la force écrasante du lion ne lui laissa aucune chance. L'attaque fut rapide et brutale, le prédateur infligeant des blessures mortelles avant de se retirer pour rejoindre le groupe. Le groupe resta figé sous le choc, réalisant peu à peu ce qui venait de se passer. Bien qu'ils soient sortis indemnes, ils devaient de leur sécurité à Quinn, qui s'était interposé entre eux et le lion en chargeant sans hésiter. Les touristes ont utilisé la radio portable de Quinn pour appeler à l'aide. Les gardes forestiers sont arrivés rapidement, mais malgré leurs efforts pour administrer les premiers secours d'urgence, Quinn a succombé à ses blessures sur place. Alors que la poussière retombait et que le groupe appelait à l'aide par radio, la réalité du sacrifice de Quinn commençait à s'imposer. Sa mort fut une perte dévastatrice, non seulement pour ceux qu'il protégeait, mais aussi pour la communauté élargie du parc national Hwanghae. Le parc, encore sous le choc de l'attention mondiale suscité par le meurtre controversé de Cécile Le Lion quelques semaines plus tôt, fait maintenant l'objet d'un examen renouvelé. Cécile, un lion mâle de 13 ans avec une crinière noire frappante, avait été un symbole de la riche faune de Hwanghae et un favori parmi les visiteurs et les chercheurs. Sa mort aux mains d'un chasseur de trophées qui l'a attiré hors des limites protégées du parc et l'a tué après une chasse prolongée et douloureuse avait suscité l'indignation internationale. Pour les guides comme Quinn, la perte de Cécile était un douloureux rappel des défis constants auxquels ils faisaient face, non seulement à cause des risques de rencontres avec la faune, mais aussi à cause de la lutte continue pour protéger les animaux qu'ils aimaient tant. Maintenant, la propre vie de Quinn avait été revendiquée par la même nature sauvage qu'il s'était efforcé de protéger, révélant la dure réalité de la vie dans l'un des parcs les plus emblématiques d'Afrique. Les humains ont toujours cherché de nouvelles façons de se rapprocher de la nature, repoussant les limites pour créer des expériences palpitantes. Certains parcs proposent des innovations qui permettent aux visiteurs de se retrouver face à face avec les prédateurs les plus dangereux de la nature, marchant parmi eux plutôt que protégés derrière des barrières strictes. Mais pour une femme, ce qui devait être une aventure unique s'est transformé en une rencontre mortelle, un affrontement impitoyable entre la vulnérabilité humaine et les instincts primitifs du royaume animal. Par un matin calme de juin 2024, le Zoo & Park Safari de Thoiry, situé à environ 25 miles à l'ouest de Paris, France, s'est réveillé au doux bruissement des feuilles et aux appels lointains des animaux. Le parc, connu pour ses expériences immersives dans la faune, offre aux visiteurs la possibilité de séjourner dans des pavillons luxueux de style safari avec des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur des enclos ouverts. Les clients peuvent observer des loups arctiques et d'autres animaux dans un cadre conçu pour les rapprocher le plus possible de la nature, tout en maintenant une distance de sécurité. Ce week-end-là, une femme de 37 ans, dont l'identité n'a pas été divulguée publiquement, est arrivée au parc avec sa mère et son fils de 2 ans pour une courte escapade. Ils avaient réservé l'un des pavillons exclusifs du parc dans l'exposition américaine, une zone reproduisant les forêts d'Amérique du Nord et abritant des loups arctiques, des lynx et d'autres espèces. La famille a passé sa première journée à explorer les zones fermées du zoo, émerveillée par les lions, les tigres et les dragons de Komodo visibles à travers les tunnels en verre. Son fils était particulièrement captivé par la maison des reptiles, tandis que sa mère appréciait la sérénité du pavillon, observant la faune se promener à l'extérieur des grandes fenêtres.
Ce soir-là, la famille s'est retirée dans leur chalet, contente après une journée pleine de merveilles. Depuis leur fenêtre, ils ont eu la chance d'apercevoir un loup arctique tout blanc et deux lynx se déplaçant gracieusement entre les arbres. Le design unique du parc donnait l'impression d'être immergé dans la nature sauvage, sans compromettre la sécurité, du moins c'est ce qu'il semblait. La femme, passionnée de fitness, a été captivée par la beauté naturelle environnante et a décidé qu'elle ne laisserait pas passer l'occasion de faire un jogging dans un environnement aussi magnifique. Le lendemain matin, laissant son fils avec sa mère, elle a lacé ses chaussures de course et s'est élancée sur les larges chemins de terre qui traversèrent l'exposition. Les chemins, marqués par des panneaux restreignant l'accès aux piétons, étaient destinés uniquement aux véhicules blindés du parc et aux gardes forestiers. Cependant, peut-être distraite par le charme de la forêt, elle n'a pas remarqué les avertissements. Alors qu'elle s'enfonçait dans la zone interdite, le chemin se rétrécissait en un sentier bordé d'arbres denses. C'est ici, loin de la sécurité de son pavillon, qu'elle a rencontré un ours adulte. L'ours, surpris par son apparition soudaine, la regarda avec une expression qui reflétait son propre choc. Le cœur battant, elle commença lentement à reculer, prenant soin de ne pas trébucher sur le sol inégal. Mais dans sa retraite, elle ne remarqua pas un autre regard qui l'observait depuis l'ombre, un loup arctique. La louve, presque cachée par les broussailles, la suivait depuis plusieurs mètres et elle n'était pas seule. À proximité, son compagnon et son petit presque adulte attendaient en silence, évaluant la situation. Les loups, naturellement prudents et peu habitués à voir les humains comme des proies, hésitèrent à agir. Mais son arrêt soudain enhardit la femelle dominante. En un éclair, la louve sortit des arbres et planta ses dents dans sa cheville. Elle cria, le son résonnant à travers la forêt, alors qu'elle tentait de se débarrasser de l'animal. Elle a donné un coup de pied au loup avec son pied libre, mais le prédateur a à peine bronché. L'agitation a fait fuir l'ours, mais elle a également attiré l'attention des deux autres loups. Sortant de l'ombre, ils ont rejoint l'attaque. Le mâle a sauté sur son dos, la jetant à terre, tandis que le loup plus jeune s'est emparé de son bras, déchirant chair et muscles. Les trois prédateurs ont travaillé ensemble dans une frénésie, leur fourrure blanche comme neige rapidement tachée de sang. Ces cris ont atteint deux gardes forestiers stationnés près du début du sentier. Réalisant la gravité de la situation, ils se sont précipités vers le son sans hésitation. À leur arrivée, ils l'ont trouvé coincé sous les loups, son corps meurtri et ensanglanté. La louve avait presque sectionné sa patte, tandis que les tiraillements incessants du jeune loup avaient déchiqueté son bras. Le loup mâle referma ses puissantes mâchoires autour de sa gorge, secouant violemment la tête pour essayer de la maîtriser. Le sang s'accumulait autour d'elle et ses cris faiblissaient. Les gardes forestiers, poussés par l'adrénaline pure, ont chargé les loups en criant et en faisant des mouvements agressifs, tentant d'intimider la meute. Les loups, surpris par la présence soudaine de deux humains déterminés, ont lâché prise et ont fui dans les arbres. Un garde forestier l'a ramassée, berçant son corps inerte, tandis que l'autre appelait les secours. Elle était à peine consciente alors qu'on la ramenait à l'entrée du parc où une ambulance attendait. À l'hôpital, les médecins ont travaillé sans relâche pour la sauver. Ils ont réussi à réattacher son pied, bien que les dommages à sa cheville et à sa jambe soient graves. Son bras a nécessité une chirurgie reconstructive importante et sa gorge a été suturée avec le plus grand soin pour éviter toute perte de sang supplémentaire. Malgré ses efforts, son état était resté critique. Elle a passé les 2 premiers jours dans le coma, son corps luttant pour se remettre de la perte de sang massive et du traumatisme. Une semaine après l'attaque, des complications sont apparues. Son pied rattaché s'est infecté et son corps a commencé à rejeter les réparations chirurgicales. Malgré les efforts de l'équipe médicale, elle est décédée après avoir passé près de 2 semaines dans le coma. Sa mort a été une fin dévastatrice à une épreuve terrifiante. Après coup, des questions ont été soulevées concernant les mesures de sécurité au zoo et les circonstances menant à l'attaque. Sa famille s'est inquiétée de savoir si les panneaux le long des allées étaient suffisants pour avertir les visiteurs des zones interdites. Le zoo a affirmé que des avertissements clairs étaient en place et a souligné l'importance pour les visiteurs de suivre les consignes de sécurité.
L'incident a déclenché un débat général sur les responsabilités des parcs animaliers à équilibrer les expériences immersives avec la sécurité des visiteurs. La tragédie au zoo de Thuret est un exemple sombre de la nature imprévisible de la faune et de l'importance cruciale de respecter les consignes de sécurité dans les parcs et réserves. Bien que le design innovant du zoo offre un aperçu rare et intime du règne animal, il souligne également comment un faux pas peut entraîner des conséquences inimaginables. Pour sa famille, la perte est inestimable. Un exemple frappant de l'équilibre délicat entre les rencontres impressionnantes et les dangers de la nature sauvage indomptée. Certaines personnes entrent volontairement dans les dangers des parcs animaliers et des safaris, se mettant en danger, mais d'autres sont complètement prises au dépourvu, devenant la proie d'un animal qui s'échappe de ses limites et libère ses instincts primaires. Cette réalité horrifiante s'est déroulée un jour fatidique au zoo de San Francisco, où un moment d'émerveillement s'est transformé en un cauchemar de terreur inimaginable. Le jour de Noël 2007, le zoo de San Francisco était animé de familles et d'amis profitant d'une sortie festive. Parmi eux se trouvait Carlos Eduardo Souza, Jr., âgé de 17 ans, un lycéen de dernière année de San José, Californie. Carlos était connu pour sa loyauté et sa gentillesse, des traits profondément appréciés par ses amis et sa famille. Ce jour-là, il a accompagné les frères Zamrit Pal, Paul Dhaliwal, 19 ans, et Kulbir Dhaliwal, 23 ans, pour ce qui devait être une journée d'aventure et de joie de vacances. Carlos aimait les animaux et était excité de visiter le zoo, ignorant la tragédie qui allait se dérouler. La journée a commencé comme n'importe quelle autre au zoo, avec des visiteurs s'émerveillant devant les ours grizzly, les lions et les primates joueurs. Pour Carlos et ses amis, c'était l'exposition du tigre de Sibérie qui se démarquait. À l'intérieur de la grotte du tigre se trouvait Tatiana, un tigre de Sibérie de 350 livres se déplaçant de long en large. Connue pour ses yeux ambrés, saisissants et sa puissante carrure, Tatiana était une vue majestueuse. Les tigres de Sibérie, les plus grands de tous les grands félins, peuvent peser jusqu'à 660 livres et possèdent une force de morsure dépassant 1000 livres par pouce carré, suffisante pour écraser des os et abattre de grandes proies comme les élans. Ces prédateurs sont originaires des forêts de Russie, de Chine et de Corée du Nord, mais Tatiana avait passé sa vie en captivité. Née au zoo de Denver en 2003, Tatiana avait été transférée au zoo de San Francisco en 2005 dans le cadre d'un programme d'élevage. Bien qu'elle soit une présence impressionnante, Tatiana avait des antécédents d'agression. En décembre 2006, elle a attaqué sa gardienne de zoo, Laurie Camigin, pendant le repas. Laurie est entrée seule dans l'enclos des tigres, violant les protocoles de sécurité, et a subi de graves blessures à la tête, au cou et au haut du corps. Bien que l'attaque de Tatiana ait incité à un examen minutieux des pratiques du zoo, des changements significatifs à l'enclos des tigres n'ont pas été mis en œuvre. Alors que Carlos et ses amis s'approchèrent de l'enclos des tigres le jour de Noël, un sentiment de crainte mêlé à de l'inquiétude flottait dans l'air. Tatiana, la puissante tigresse de Sibérie, se déplaçait avec une grâce délibérée. Ses yeux ambrés scrutaient son environnement comme pour mesurer chaque mouvement. Ses muscles ondulaient sous son épais pelage alors qu'elle se déplaçait, bondissant parfois sur des objets laissés pour l'enrichissement. La démonstration de puissance brute était à la fois captivante et intimidante. Il y avait une tension palpable dans l'air, comme si l'énergie agitée du prédateur laissait présager quelque chose de plus dangereux. Ignorant les signes d'avertissement gravés sur les barrières de l'enclos, les frères ont commencé à narguer le tigre. Ils ont jeté des pommes de pin et des bâtons dans son espace. Leurs rires et cris percèrent la joie des fêtes qui remplissaient le zoo. Tatiana s'arrêta de marcher. Son regard perçant se fixa sur le groupe, l'intensité de sa posture changeant. Carlos, visiblement mal à l'aise, aurait essayé de dissuader ses amis, les exhortant à s'arrêter. Mais ses efforts ont été vains. Les mouvements du tigre devenaient plus précis, plus délibérés. Son agitation grandissait à chaque objet lancé et chaque voix élevée. Le changement fut immédiat et terrifiant. Dans un élan de force saisissant, Tatiana bondit du fossé sec à la base de son enclos. Ses pattes arrière propulsèrent son corps massif vers le haut, ses griffes trouvant prise sur le mur.
Avec une facilité déconcertante, elle a escaladé la barrière, qui se révélera plus tard n'être qu'à 12 pieds et demi de haut, bien en dessous de la norme de sécurité recommandée de 16 pieds. L'évasion a été rapide et décisive. Ses instincts de prédatrice pleinement éveillés, ne laissant aucun temps au groupe ou à quiconque à proximité de comprendre le danger maintenant relâché. Le premier objectif de Tatiana était Amrit, qui avait été le plus bruyant et le plus actif pour la provoquer. Elle s'est jetée sur lui, griffant et mordant tandis qu'il criait de terreur. Carlos, dans un moment de courage extraordinaire, est intervenu, criant et lançant des objets pour distraire le tigre. Ses actions ont réussi, mais à un coup dévastateur. Tatiana a dirigé son attention vers Carlos, lui sautant dessus et l'entraînant loin du groupe. Le tigre a infligé des blessures fatales, mordant Carlos à la tête et au torse avec une force suffisante pour sectionner sa veine jugulaire et causer un traumatisme catastrophique. Kulbir et Amrit ont fui le lieu, courant environ 900 pieds jusqu'au café du zoo. À leur arrivée, ils ont trouvé le café fermé, car il était presque l'heure de la fermeture. Le personnel à l'intérieur a d'abord ignoré leurs cris, en supposant que le bruit n'était pas lié à une véritable urgence. Pendant ce temps, Tatiana a suivi les frères jusqu'au café et a attaqué Kulbir. À ce moment-là, un appel à la police avait été passé et 4 policiers armés sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé Tatiana en train de mutiler Kulbir près du café. Craignant de toucher la victime, les officiers ont hésité à tirer immédiatement. Un officier a créé une distraction, attirant l'attention de Tatiana loin de Kulbir. Lorsque le tigre s'est tourné vers le bruit, les officiers ont tiré plusieurs coups de feu, la tuant instantanément. Les conséquences ont été dévastatrices. Le corps de Carlos a été retrouvé près de la grotte du tigre. Il avait subi de graves morsures à la tête, au cou et au torse, ainsi qu'une fracture du crâne et des blessures à la colonne vertébrale. Kulbir et Amrit, bien que blessés, ont survécu à l'épreuve et ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés. Dans les jours qui ont suivi, les enquêteurs ont découvert des lacunes critiques dans les mesures de sécurité du zoo. Les murs de l'enclos de Tatiana étaient nettement plus bas que les normes de l'industrie, ce qui a soulevé des questions sur la raison pour laquelle ces insuffisances n'avaient pas été corrigées après son attaque précédente sur un gardien de zoo. Un examen plus approfondi a été dirigé vers les frères Dhaliwal qui ont été découverts avec de l'alcool dans leur système au moment de l'attaque. Les rapports toxicologiques ont révélé que le taux d'alcoolémie d'Amrit était le double de la limite légale pour conduire et des traces de cannabis ont également été découvertes. L'incident a déclenché un tollé public généralisé et des débats sur la sécurité des zoos et l'éthique de garder des animaux sauvages en captivité. Le zoo de San Francisco a été temporairement fermé pour mettre en œuvre d'importantes améliorations de sécurité, notamment en augmentant la hauteur des murs de l'enclos des tigres, en ajoutant des barrières en verre et en augmentant la signalétique, avertissant les visiteurs de respecter les consignes de sécurité. Des batailles juridiques ont suivi. La famille de Carlos a intenté un procès contre le zoo qui a été réglé pour un montant non divulgué. Les frères Dhaliwal ont également poursuivi, affirmant que les mesures de sécurité inadéquates du zoo avaient contribué à l'attaque. Leur affaire a été réglée pour 900 000 $, bien que l'opinion publique ait fortement critiqué leur comportement avant la tragédie. La mort de Tatiana a ravivé les discussions sur les défis de l'hébergement des grands prédateurs en captivité. Les tigres de Sibérie ont besoin de vastes espaces et d'environnements complexes pour prospérer. Et les conditions confinées des zoos peuvent contribuer au stress et à l'agitation. Bien que les zoos jouent un rôle important dans la conservation et l'éducation, des incidents comme l'évasion de Tatiana soulignent l'équilibre délicat entre la protection de la faune et la sécurité des visiteurs. Merci d'avoir pénétré dans le monde inquiétant où les liens humains avec la nature prennent une tournure mortelle, mais ce n'est que le début. Dans notre prochain épisode, nous dévoilons l'histoire horrifiante de Marius Els et de l'hippopotame qu'il a élevé comme sa famille. Ce qui a commencé comme de la confiance et de l'affection s'est transformé en un moment de brutalité inimaginable, une bête colossale, une trahison fatale et une fin macabre qui défie la croyance. Cliquez maintenant pour être témoin de l'obscurité d'un lien devenu terrifiant et nous vous y verrons.